jusqu'où ne montera-t-il pas ? Devise de Nicolas Fouquet. « 2000 ans d'histoire ». Parce que leur nom en patois de l'Ouest signifie l'écureuil, les Fouquet en avaient mis sur leurs armoiries en y ajoutant une devise qui devait faire la gloire et le malheur du plus célèbre d'entre eux, « Quo non ascendet, jusqu'où ne montera-t-il pas ?» En devenant surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet était en effet monté si haut qu'il était l'homme le plus puissant de France après Mazarin. Profitant de ses fonctions pour acquérir une immense fortune, cet ambitieux était aussi un mécène qui, dans son château de Vaux-le-Vicomte, avait réuni les plus grands artistes et les plus grands écrivains de son temps. Il n'en fallait pas plus pour faire des jaloux et de l'ombre au roi qui, le 5 septembre 1661, décidait d'inaugurer son règne par un geste spectaculaire, la première et la plus importante décision du jeune Louis XIV. J'ai décidé de faire arrêter M. Fouquet, pas mon capitaine des gardes. Mais Louis, avez-vous perdu l'esprit ? Quoi, madame ? Quand mon trésor est vide, quand mon revenu est mangé 2 ans d'avance, quand la récolte est mauvaise et que mon peuple est menacé d'une nouvelle famine, le surintendant de mes finances est assez riche pour dépenser en un jour plus d'argent que je ne possède et pour corrompre mes proches. Tout cela représente des années de rapine, de concussion et de trafic, aux dépens du royaume. Et M. Fouquet ne craint pas de m'en administrer la preuve. Ma décision est prise. Arrêtez M. Fouquet dans sa province. Prenez garde, mon fils. Vous pourriez réveiller les troubles de la fronde. Vous me faites peur. Et il y avait de quoi avoir peur, en effet. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour. Bonjour. Alors, compte tenu du pouvoir absolu dont disposait Louis XIV, on imagine mal aujourd'hui qu'il ait pu avoir peur d'arrêter son surintendant des finances, mais on était, vous le rappelez dans un livre, en 1661, c'est-à-dire au tout début du règne de Louis XIV, à une époque où Fouquet était en effet l'homme le plus puissant de France, peut-être même plus puissant que le roi lui-même. Oui, certainement. Bon, le roi est tout jeune, il a 23 ans, Mazarin est mort quelques mois auparavant, et Fouquet détient des charges considérables au sein de l'État. Il est procureur général du Parlement de Paris, surintendant des finances et membre du Conseil du roi, c'est-à-dire ministre d'État. Mais en plus, il est à la tête d'un réseau, d'un clan, on pourrait dire le réseau de l'écureuil. C'est vraiment, il a des parlementaires, des intendants, des maréchaux, des financiers qui lui ont fait allégeance, avec parfois même des lettres de fidélité et d'allégeance extrêmement troublantes. L'historien Marc Bloch avait été tout à fait sidéré de découvrir des lettres quasi féodales, d'engagement quasi féodaux à l'égard de Fouquet, en disant je jure de fidélité à l'égard de monsieur le procureur général, je m'engage à suivre tous les ordres qui pourra me donner, etc. Donc, ce qui montre qu'on est dans un système de clientèle. La France n'est pas encore véritablement institutionnalisée et les institutions monarchiques ne sont pas bien établies. Et donc, ce type de pouvoir est très dangereux. Alors, celui que l'on retient, ce pouvoir que l'on retient, c'est surintendant du roi. C'est quoi, à l'époque de Louis XIV ? C'est une espèce de ministre des Finances, Alors voilà, on peut dire ça, mais enfin, le surintendant des finances, c'est même beaucoup plus que ça. C'est à la fois le pourvoyeur de fonds, donc ça c'est très, très important parce qu'il faut trouver les financiers. C'est l'ordonnateur des finances, des dépenses de l'État. Et puis, il a un rôle un peu particulier de courtier, de relation avec sa propre clientèle de financiers. Tout ça dans un système déplorable, un état déplorable des finances. Parce que les finances sont vraiment... L'État est pratiquement ruiné. On est au lendemain de la Fronde. Et vraiment, on l'entendait dans cet extrait de film qu'on a entendu il y a quelques instants. La France est dans un état terrible sur le plan financier. Ça remonte même beaucoup plus loin. Ça remonte en fait à 1635, à l'entrée de la France en guerre contre l'Espagne et contre l'Empire. La France est en paix avec l'Empire en 1648, traité de Westphalie. Mais par contre, la guerre se prolonge jusqu'en 1659 avec l'Espagne. Et la France est véritablement ruinée. Et les dépenses militaires
grève le budget dans des proportions gigantesques. On est passé d'un budget de 40 millions de livres en 1635 à 200 millions l'année suivante, et on est resté dans les mêmes eaux à ce moment-là. Donc il faut accroître la fiscalité, il faut emprunter, et évidemment emprunter à des taux usuraires. Alors tout ça ne va pas empêcher le surintendant des finances d'accumuler une immense fortune, au point d'ailleurs de prêter à l'État des sommes considérables et de faire aussi des jaloux comme Colbert, qui quelque temps avant la mort de Mazarin met en garde le cardinal contre les ambitions de Fouquet. L'État doit personnellement à M. Fouquet la somme colossale de 5 millions. Il pourrait se croire autorisé à briguer la succession de votre éminence. Il la brigue déjà, on me l'a rapporté. Il a l'appui de la reine-mère. Jamais, depuis la maladie de son éminence, il n'y eut dans aucune cour plus d'intrigues et d'espérance. Et au cœur de ces intrigues, on retrouve toujours la main de M. Fouquet. À aucun moment, je ne vois M. le surintendant même affecté d'avoir le moindre souci du bien public. Dans son entourage, il n'est question que de place à prendre, d'influence à acheter, de position à conquérir. Si M. Fouquet devient Premier ministre, eh bien, je ne réponds plus de rien. Et c'était un autre extrait de la prise du pouvoir par Louis XIV de Rossellini, Colbert débinant Fouquet devant le cardinal qui était en train de mourir à ce moment-là. On est juste à la veille de sa mort en 661. Colbert, c'était le pire adversaire. Ce sera d'ailleurs celui qui va faire tomber Fouquet. Oui, alors c'est un intendant de Mazarin, celui qui gère les affaires privées et qui a un rôle de courtier du côté de Mazarin. Un homme très ambitieux, lui aussi, qui voudrait la place de Fouquet. Et au moment de la mort de Mazarin, il se fera nommer intendant des finances, c'est-à-dire un poste juste en dessous de surintendant des finances, et ce sera un poste d'observation qui lui permettra de découvrir ou tout au moins de subodorer certaines malversations et de les dénoncer au roi. Alors justement, comment faisait l'État? Parce que Fouquet s'est beaucoup enrichi aux dépens de l'État. Mais comment faisait l'État? Enfin, comment a-t-il fait justement pour pouvoir faire fortune un peu sur le dos de l'État dont il était, je répète, enfin vous l'avez dit, surintendant des finances, Jean-Christian Petit-Fils? Alors, en fait, il jouait un triple rôle. Il était à la fois banquier de l'État, c'est-à-dire il empruntait à des taux, par exemple, 10%, puis il reprêtait à l'État à 15%, donc il s'enrichissait au passage. Il était financier, c'est-à-dire qu'il achetait des billets de l'épargne, c'était des sortes de bons du trésor de l'époque, qui étaient très dépréciés. Et puis, lui-même, en tant que surintendant des finances, il les réassignait, c'est-à-dire il réaffectait ces bons du trésor, ces billets de l'épargne, sur des caisses, puisqu'il n'y a pas d'unité budgétaire, il n'y a que des caisses finalement autonomes, sur des caisses qui produisaient de l'argent. Donc, ces billets, évidemment, automatiquement, retrouvaient leur valeur. Et entre-temps, évidemment, M. Fouquet empochait la différence. Il jouait aussi un rôle de traitant lui-même, c'est-à-dire qu'il prenait à bail des affaires, des octrois de ville, il faisait des placements personnels. Donc tout ça pourrait se qualifier aujourd'hui de délit d'initié et de mélange entre le patrimoine public, le patrimoine privé. C'est assez confus et même les historiens aujourd'hui ont du mal à s'y retrouver dans la comptabilité de Fouquet. Il touchait des pots de vin, ce qu'on appelait des donatifs, je crois. Des donatifs, voilà. Alors tout ça allait, il gagnait beaucoup, il dépensait beaucoup. D'abord, il a voulu se doter, il a voulu armer une véritable flotte de commerce. Il était passionné par la mer, Fouquet. Ah oui, alors ça c'est la tradition familiale. Son père s'était aussi intéressé à la marine et en compagnie de commerce, et lui-même a poursuivi dans cette voie. Il avait acquis la place de Belle-Île, à la demande d'ailleurs de Mazarin, et il pensait en faire un port gigantesque pour le commerce des épices et les différents, enfin le commerce avec les îles, notamment les îles à sucre. Il exerçait par... Les Antilles, d'ailleurs, je crois qu'il avait une propriété à la Martinique. Il avait une propriété à la Martinique, il avait acheté l'île de Sainte-Lucie, Sainte-Alousie, et il avait il avait une flotte de commerce, armée d'ailleurs en guerre aussi. Hein. Alors, ce qu'on connaît surtout, c'est l'extraordinaire château qu'il a fait construire. C'était le plus beau château de son temps, juste avant Versailles, mais d'ailleurs dont Versailles va s'inspirer, le château
château de Vaux-le-Vicomte, Jean-Christian Petit-Fils. Ça, Oui, c'était alors, le Versailles de Fouquet. C'est d'abord aussi le même architecte, puisque c'est Levaux qui va construire, à partir de 1656, le magnifique château de Vaux. C'est l'architecte Gittard et puis le nôtre qui vont édifier les jardins. Ces jardins qui sont absolument éblouissants et qui vont rendre Louis XIV très jaloux. Les mêmes artisans, parce que les mêmes artisans qu'on retrouvera effectivement à Versailles. Au fond, bien sûr, est-ce que c'est pas Fouquet et son château qui ont inspiré Louis XIV? Sans aucun doute, sans aucun doute. Louis XIV va reprendre en fait toute l'équipe ancienne de Vaux à son service, le Vaux, le Brun et le nôtre. Parce que c'était un mécène aussi, parce que Louis XIV va également faire venir à Versailles tous ceux qui venaient à la cour, on peut dire, de Fouquet. Tous les plus grands écrivains de l'époque étaient protégés par Fouquet. Alors voilà, Fouquet, c'est un personnage très, très curieux. C'est à la fois un homme d'argent, un homme d'ambition, un personnage flamboyant, mais aussi un grand amoureux et un mécène. On le voit dans son salon de Saint-Mandé, qui est une sorte de prolongement de l'hôtel de Rambouillet. Il reçoit Pélisson, La Fontaine, Mademoiselle de Lafayette, Mademoiselle de Scudéry, Scarron, Molière, Corneille, bien entendu, le poète Loret. Et tout cela dans une esthétique du charme, de la grâce, de la joie, qui s'oppose à la poésie un peu desséchante de Malherbe, par exemple. Donc là, il y a vraiment une tradition littéraire et Fouquet est un homme tellement charmant que des années après, durant son procès, eh bien, les poètes, les écrivains, La Fontaine, Madame de Sévigné, se battront pour obtenir une atténuation de peine ou sa libération. C'était pas tellement désintéressé, parce qu'au fond, il s'achetait ainsi, moi je parle pas seulement des écrivains ou des peintres ou des architectes, mais une véritable clientèle de courtisans fidèles, vous l'écrivez, Jean-Christian Petit-Fils, en essayant même d'ailleurs, après la mort de Mazarin, de faire passer dans son camp la propre maîtresse de Louis XIV, Louise de la Vallière. Avant un mois, vous me verrez Premier ministre. S'il en est ainsi, vous devriez vous débarrasser de Colbert. C'est un homme à craindre. Vous pensez vraiment que je dois m'inquiéter de ce petit bourgeois de Reims? C'est cette jeune personne, mademoiselle de la Vallière, qui va devenir importante. Évidemment, elle n'a pas l'habitude de l'argent. Nous la mettrons facilement dans nos intérêts. Monsieur Fouquet vous prie d'accepter un présent. Un présent? Oui. 20 000 pistoles. Dites à Monsieur Fouquet que 20 000 pistoles ne sauraient me faire faire un faux pas. Pourquoi tremblez-vous? Je tremble de colère. Madame Duplessis vient de me proposer de l'argent. De l'argent? 20 000 pistoles, de la part de Monsieur Fouquet. Vous avez fort bien fait de me former, Louise. Et c'était un extrait du Ballet de la Nuit de Lully qui avait également composé, je crois, pour une fête à Vaux-le-Vicomte, qui avait composé pour Fouquet, que l'on vient d'entendre essayer de corrompre la maîtresse, Louise de la Vallière, la maîtresse de Louis XIV. Louis XIV l'apprend, évidemment, il est furieux. C'est comme ça, il achetait les gens, en fait, Fouquet. Tout à fait. Et Louis XIV dira qu'il avait acquis à peu près la moitié de sa cour, ce qui montre encore une fois le danger que représentait Fouquet pour Louis XIV. C'était un véritable clan ou réseau, même la reine mère, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. Oui. Anne d'Autriche recevait des fonds secrets de la part de Fouquet, et pendant très longtemps, Anne d'Autriche va être un obstacle pour Louis XIV, va empêcher en fait la disgrâce du surintendant. Et il faudra une erreur, une énorme erreur de Fouquet, qui veut se faire bien voir du roi et qui va révéler à Louis XIV qu'il a donné 200 000 livres pour la construction du Val-de-Grâce en secret, et pour bien montrer qu'il cherche à bien s'entendre avec le roi. Louis XIV va profiter de cette révélation pour le révéler à Anne d'Autriche, et à ce moment-là, Anne d'Autriche va laisser tomber. Oui, parce qu'il commet pas mal d'erreurs, alors qu'il est très prudent. Vous révélez aussi, Jean-Christian Petit-Fils, ce qu'on appelait le projet, ou d'autres l'ont appelé le complot de Saint-Mandé. Saint-Mandé, il faut le rappeler, c'était
était une autre des propriétés, des multiples propriétés de Fouquet, la plus belle étant Vaux-le-Vicomte, mais il y avait à Saint-Mandé. Et ça, c'est en 1857, et donc avant la mort de Mazarin, et avant la disgrâce de Fouquet, bien sûr. Et il s'agissait, je crois, de se prémunir contre une éventuelle disgrâce. Il se disait, si jamais on veut me virer, m'arrêter, m'emprisonner, c'était quoi ce projet ? C'est un projet qui date de 1657, quand Mazarin, sous l'influence en particulier de Colbert, envisage de se débarrasser de Fouquet. Fouquet qui est toujours sous pression, parce que on voit que Mazarin fait une fortune gigantesque aussi. Pendant que la France est aux abois, les finances sont vides, le trésor est vide, et bien Fouquet s'enrichit. Et donc Colbert, qui est l'intendant de Mazarin, fait une pression énorme sur Fouquet pour faciliter l'enrichissement de Mazarin. Et il arrive un moment où Fouquet ne parvient plus. Donc il y a des moments où Mazarin veut se débarrasser de Fouquet, considérant qu'il n'est pas suffisamment docile. Et dans un état de fébrilité, de crise, eh bien Fouquet a jeté sur le papier un plan de défense un peu incohérent d'ailleurs. Il y a des personnages qui apparaissent à différents moments avec des fonctions très, très différentes et contradictoires. Mais donc c'est un plan de défense qui sera revu et corrigé 2 ans plus tard, en 1659. Et l'idée du roi, la crainte de Louis XIV, c'est qu'en fait ce plan de Saint-Mandé soit toujours valable. Il s'agissait en substance de mobiliser tous les fidèles pour Fouquet de mobiliser tous les fidèles, et on les met dans les places fortes dont il disposait, dont Belle-Île, qui devait au fond résister à un éventuel coup de force contre Fouquet. Enfin, bref, c'est vrai que Belle-Île, le Mont-Saint-Michel, Tomblaine, il y avait un certain la forteresse de Ham en Picardie. Tout cela toutes ces fortifications devaient fermer leur pont-levis et puis se déchaîner, semer la guerre civile. En fait. Il y avait de quoi faire peur quand même à Louis XIV. Il faut rappeler quand même que la fronde n'est pas loin, que c'était entre autres une fronde de la noblesse et des grands, et Louis XIV aurait pu craindre justement que ce plan au fond serve de prétexte, ou en tout cas de moyen de soulèvement contre son pouvoir. Alors, il est déjà décidé en fait, Louis XIV, à se débarrasser de Fouquet. Il n'ose pas trop, il a un petit peu peur, il n'a pas envie non plus que les finances s'effondrent si le surintendant s'en va, et il va l'arrêter. Mais avant de l'arrêter, il s'est passé quelque chose de très important qui s'est produit le 17 août 1661, et là ça montre très bien la duplicité du tout jeune Louis XIV. Il se rend dans une immense fête, une extraordinaire fête, organisée par Fouquet dans son château de Vaux-le-Vicomte, et on a dit que au fond, si Louis XIV s'en est débarrassé 3 semaines après, c'est parce qu'il était jaloux des fastes déployés par Fouquet et d'une fortune dont lui-même, Louis XIV, ne disposait pas. Certainement pas. La fête de Vaux se passe donc le 17 août, vous venez de le dire, mais la décision d'arrêter Fouquet a été prise le 4 mai, donc longtemps avant. Le 4 mai, c'est sous l'instigation de Colbert, Louis XIV décide de se débarrasser de Fouquet, du surintendant. Le 15 juin, aux environs du 15 juin, grâce à des informations montrant que Fouquet continue de fortifier la place forte de Belle-Île, de la fortifier secrètement pour en faire à la fois une base navale, comme je l'ai dit, et en même temps une place de sûreté, Louis XIV décide de le faire enfermer et de lui faire son procès avec tous les financiers qui à sa suite. Donc on est le 4 mai, le 15 juin, on est bien avant cette fête du 17 août, où en effet le roi a été ébloui. Mais c'était pas la première fois qu'il venait à Vaux. Il était déjà venu en 1659, il y était revenu l'année suivante avec la reine en 1660. Donc il connaît Vaux. Il a été quand même ébloui, fasciné pas tellement par le château, par les jardins, parce que les jardins de Versailles n'existent pas. Les jardins des Tuileries, c'est quelque chose de dérisoire, ou de Saint-Germain. Là, c'est la fascination de l'eau, des eaux jaillissantes, cascadantes, tout ce qu'on retrouvera à Versailles. Mais en même temps, se il se trouve dit, déjà en modèle. Je vais faire ça un peu plus tard. Versailles n'existe pas. Enfin, c'est un tout petit château encore. Mais quand même, par exemple, vous le dites, en sortant de cette fête, il parle à sa mère, Anne d'Autriche, et il dit: est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à ces gens-là? Il est furieux contre ces gens d'argent qui possèdent, il faut bien le dire, qui possèdent l'État, l'État qui est débiteur vis-à-vis d'eux. C'est quand même aussi Fouquet, il l'incarne parce qu'il appartient à la noblesse de robe. Enfin, il est plutôt fils de la très grande bourgeoisie. C'est pas un aristocrate d'épée, mais il incarne toute une population de grands financiers, de gens très riches qui tiennent l'État en main, en fait. Oui, absolument.
En tout cas, il fallait s'en débarrasser, c'est ce qui va être fait justement. Louis XIV se garde bien de laisser montrer ses intentions à Fouquet. Il était vrai que l'arrestation de l'homme le plus puissant de France était une opération risquée et qui ne pouvait être confiée qu'à un homme sûr, et pas n'importe lequel, le plus célèbre mousquetaire de l'histoire. Monsieur d'Artagnan, la mission que je vais vous confier devra être tenue secrète, jusqu'à ce que vous l'ayez menée à son terme. Ensuite, au contraire, je souhaite qu'on lui donne le plus d'éclat possible. Arrêtez M. Fouquet, quand il sortira du conseil. M. Colbert vous donnera le détail de mes instructions. À vous revoir, M. d'Artagnan. Voici les ordres écrits signés de Sa Majesté. Vous prendrez bien garde de ne point quitter de vue M. Fouquet dès l'instant qu'il sera arrêté, en sorte qu'il ne puisse détourner aucun papier. Le prisonnier devra être transféré à Angers. Vous lirez le reste. Bien, monsieur l'intendant, vous pourrez assurer le roi que ces ordres seront ponctuellement exécutés. Et c'était donc l'arrestation de Fouquet le 5 septembre 1661, pas par n'importe qui, par d'Artagnan. Oui, parce que normalement, Fouquet aurait dû être arrêté par le capitaine des gardes du corps, Monsieur de Gesvres. Mais il se trouve que Monsieur de Gesvres était un pensionné de Fouquet. Et donc, Louis XIV a choisi, probablement sur le conseil de Colbert, son sous-lieutenant des mousquetaires, qui est donc Charles de Batz de Castelmore, chevalier d'Artagnan. À ce moment-là, il s'appellera comte d'Artagnan un peu plus tard. Mais un personnage d'une fidélité absolue, qui a rempli diverses missions, des missions secrètes pour Mazarin pendant la Fronde, et qui a été promu au régiment des gardes d'abord, comme capitaine, et puis ensuite, donc, à la tête de cette compagnie des mousquetaires qu'on avait reconstituée en 1657. Oui, et que Dumas, sur lequel Dumas écrira beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il a parlé d'ailleurs de l'arrestation de Fouquet, mais d'Artagnan, oui, parfois, Dumas l'a tellement... on l'a tellement fait un personnage de légende qu'on ignore qu'il a joué un rôle réel et important donc dans cette arrestation de Fouquet. Autre précision, Jean-Christian Petit-Fils, qui n'a pas lieu à Paris. C'est à Nantes. C'est à Nantes, là où justement Fouquet avait ses principaux établissements, et le roi l'a dit, Monsieur Fouquet voulait se faire duc de Bretagne et des îles adjacentes, j'ai voulu le frapper dans le lieu où il se croyait le plus fort. À Nantes, donc on prend le prétexte de la tenue des États provinciaux de Nantes, de la Bretagne, pour arrêter Fouquet. C'est une véritable opération militaire qui est montée avec des troupes, et puis cette compagnie de mousquetaires qui arrête Fouquet. C'est le premier geste important de Louis XIV, maintenant qu'il gouverne. D'abord, il est bien décidé à ne plus avoir de surintendant. Il n'y aura même pas de Premier ministre, je crois. C'est le début, au fond, de la monarchie absolue, Jean-Christian Petit-Fils. Voilà. Alors, à la mort de Mazarin, il avait annoncé qu'il n'y aurait plus de Premier ministre. Au fond, Fouquet avait voulu s'imposer avec son clan, avec son réseau, comme Premier ministre, malgré tout. Et donc, c'est un nouvel avertissement à l'opinion. Il n'y aura pas de Premier ministre. Et non seulement il n'y aura pas de Premier ministre, le roi l'annonce aussitôt après l'arrestation de Fouquet, il n'y aura plus de surintendant. Je serai mon propre surintendant, c'est-à-dire mon propre ordonnateur des finances. Bien sûr, j'aurai à côté de moi quelqu'un qui travaillera, et ça sera naturellement Colbert. Et personne pour me faire de l'ombre, à moi, le roi Soleil, bien entendu. Alors, suit un procès, 3 ans après, il y a une instruction très longue, un procès parfaitement scandaleux, dites-vous, avec des détournements de pièces, subornation de témoins, de registres, pression de l'État qui voulait la mort de Fouquet. Alors, il y a un personnage sympathique qui est le juge d'Ormesson, qui parvient à n'obtenir, si je puis dire, que le bannissement. Alors, ça embêtait beaucoup Louis XIV, qui n'avait aucune envie de voir Fouquet à l'étranger, s'agiter à l'étranger, et il le gracie, si je puis dire, il utilise son droit de grâce pour remplacer le bannissement en prison à vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cas unique, vous le dites, de grâce qui va aggraver le cas. C'est une grâce à l'envers, oui, absolument. Le roi ne peut pas... Et ça se comprend aussi, le roi ne peut pas laisser libre un homme tel que Fouquet, qui a une telle puissance, de tels réseaux. Ça serait automatiquement quelqu'un qui focaliserait toutes les oppositions. Donc, il faut absolument le mettre à l'écart. Ce qui est assez choquant, c'est qu'évidemment, là, il a connu une véritable prison, et une prison très dure, en tout cas au début, à la forteresse de Pignerol, au donjon de Pignerol, donc qui est une petite place forte française dans l'Italie du Nord, où il est resté jusqu'en 1680. Il est parti en 1665, et jusqu'à sa mort en 1680, il est resté à Pignerol. Au secret, pratiquement, à tel point qu'on a cru que c'était lui le masque de fer, pardon. Voilà, oui, alors c'est
c'est une légende. Là, il est mort le 23 mars 1680. Il y a absolument aucun doute là-dessus. À la fin, d'ailleurs, Louis XIV avait atténué la rigueur de son emprisonnement et il avait pu revoir ses enfants, revoir sa femme. Et on disait qu'il aurait été libéré. Quelle déchéance pour l'homme dont la devise était « Jusqu'où ne montera-t-il pas ?» Il monte très haut, il dégringole, il passe les 20 dernières années de sa vie en prison. Et avec une réputation encore sulfureuse, vous le réhabilitez un peu dans votre livre, Jean-Christian Petit-Fils. Il n'était pas aussi corrompu que cela. Non, je pense que c'est un personnage, encore une fois, multiple, et très difficile à saisir, mais qui fascine et qui fascine encore aujourd'hui. Et un personnage que l'on retrouve dans votre livre, Fouquet, qui vient d'être réédité chez Perrin dans la collection Tempus. Vous êtes également l'auteur, Jean-Christian Petit-Fils, d'autres biographies dont on a beaucoup parlé. Vous êtes même venu à cette antenne nous en parler. Un Louis XIV qui a été publié en poche et Louis XVI également édité chez Perrin. À lire également un livre de Paul Morand qui a été réédité en 2002 chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. C'est une histoire romancée de Fouquet ou Le Soleil offusqué. C'est un beau titre de Paul Morand, donc, chez Gallimard, collection Folio. Vous avez pu entendre des extraits de La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, avec Jean-Marie Pat dans le rôle titre et Pierre Barra dans le rôle de Fouquet, est disponible en DVD chez MK2. Vous pouvez retrouver toutes ces références, vous le savez, en contactant le service des relations auditeurs au 32 30, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était La chute de Fouquet, réalisée par la surintendante de 2000 ans d'histoire, la vicomtesse Kobilac, et aux manettes, Philippe Duclos, Sandrine Laurent, à la documentation, Claire Tesser et Camille Poux-Jalaguier.